Bonjour Madame la Ministre. L'association EETH qui porte l'accord du secteur médico-social, associatif à 30 ans, qu'est-ce que cet anniversaire vous inspire? Quel regard portez-vous sur cet accord et son avenir? Bon, d'abord, bon anniversaire à l'EETH, 30 ans ça se fête, c'est un bel âge. Comment vous dire? Écoutez, cette politique de l'emploi des personnes handicapées, elle est portée depuis 1987, avec l'obligation d'emploi à 6%. Aujourd'hui, le EETH a des bons résultats parce que c'est, je pense, une petite équipe agile, experte, qui a travaillé justement avec les acteurs du médico-social pour porter une politique bien ciblée d'accompagnement des personnes en situation de handicap, de maintien dans l'emploi. Donc on voit bien que quand on a une politique structurée, une politique d'aller vers, parce que je pense que c'est l'agilité de l'EETH, c'est justement qu'elle va vers les employeurs, vers leurs besoins d'accompagnement. Et c'est bien ça qu'on veut. C'est comment on sensibilise, comment on forme, comment on informe, comment on accompagne l'embauche, le maintien dans l'emploi. Comment on fait en sorte justement que les personnes handicapées se trouvent bien dans leur travail et que les collaborateurs aussi portent ces personnes à l'emploi et accompagnent l'évolution professionnelle. Madame la ministre, pensez-vous que tous les métiers de notre secteur sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Alors là, vous touchez ma fibre personnelle. Je pense que, je dis souvent, nul n'est inemployable. Et tous les métiers sont accessibles à partir du moment où, justement, on se donne la peine de faire les adaptations si nécessaire, mais surtout de regarder la compétence de la personne. On le dit souvent, on a encore beaucoup de préjugés. Alors, beaucoup, 80% de handicaps sont invisibles. Mais moi, ce que je veux, c'est libérer la parole. Parce que si on n'explicite pas ses besoins, on va être certainement en surcompensation dans sa posture de professionnel. Et donc, on risque justement d'avoir des relations de travail qui se dégradent. C'est pour ça que toute la politique que l'on porte, et je sais que justement le dispositif EETH le porte aussi, c'est dites-nous ce dont vous avez besoin pour que vous soyez en capacité optimale de travail. Ça s'appelle le bien-être au travail avant tout. Donc je pense que sincèrement, une fois qu'on a dit ça, du coup, tous les postes sont possibles. Il faut aussi se dire, arrêtez de penser, c'est pas pour moi. On n'est pas défini par une qualité de travailleur handicapé, on est défini par ses compétences avant tout. Donc voilà, c'est tout cet état d'esprit qu'il nous faut travailler, lever l'autocensure, accompagner l'aspiration, les envies des personnes. Et je pense que les personnes handicapées doivent être ambitieuses sur leurs rêves, sur leurs attentes, se confronter à la réalité, peut-être changer d'orientation, mais c'est tout l'enjeu des formations préqualifiantes ou des dispositifs de formation qui accompagnent. Mais ce n'est pas par rapport à sa situation de handicap. C'est ça que je voudrais vraiment faire comprendre. C'est vraiment parce que cet environnement, il doit être bienveillant, il doit être structurant. Et c'est pour ça que les politiques RH inclusives sont si importantes au sein d'une entreprise. Madame la Ministre, au moment où le secteur du médico-social est en pleine crise de recrutement, on entend des employeurs qui disent qu'ils sont en difficulté de trouver des personnes en situation de handicap compétents. Que diriez-vous de cela? Combien d'employeurs me disent « Moi, je voudrais bien recruter des personnes handicapées, mais je ne sais pas où les trouver. » Je dis « Mais comment vous faites pour les personnes qui ne sont pas handicapées ?» Tout simplement, vous allez à Pôle emploi, ou vous avez peut-être des réseaux. Eh bien, challenger ces réseaux, justement, pour aller chercher ces profils en situation de handicap. Donc moi, ce que je veux, c'est de dire, parler de votre handicap, le montrer comme une force. Et pour ça, il faut que je sache l'entreprise, l'établissement auquel je vais m'adresser, est-ce qu'il est handi accueillant? Est-ce qu'il est performant dans sa politique RH inclusive? Est-ce que si je parle de mon handicap, ça ne va pas être le placard ou le refus? Donc il faut que cette rencontre se fasse en confiance. Ça veut dire aussi que les recruteurs, il faut qu'ils puissent questionner la personne de façon intelligente, fine, de demander est-ce que vous avez besoin d'adaptation particulière sur votre poste de travail ou dans vos méthodes de travail, sans pour autant parler de handicap. Donc c'est tout l'enjeu de la politique que nous portons, qui consiste à dédramatiser la situation de handicap, à pouvoir en parler librement, sans que ça soit stigmatisant. Donc c'est tout cet état d'esprit de confiance. Il faut aussi vraiment le remettre dans le droit commun. Ça veut dire quoi? C'est tout l'enjeu de la politique que l'on a, de rapprochement de Pôle emploi et Cap emploi. Moi, employeur, j'ai plus qu'une porte à pousser. Et là, après, j'ai des conseillers qui vont pouvoir m'accompagner sur ma demande. Et pareil pour la personne handicapée, j'ai plus qu'une porte à pousser, celle de Pôle emploi, avec les experts de Cap emploi qui se sont rapprochés de ces conseillers. C'est comme ça qu'on mettra cette culture
vraiment qui sera dans le droit commun et permettra d'améliorer la lisibilité de la politique handicap pour les employeurs et puis accompagner les personnes pour dire oui, je suis en situation de handicap et alors ? Eh bien allez-y, c'est du gagnant-gagnant. Madame la ministre, vous avez dit que notre secteur, celui du social et du médico-social, fabriquait du handicap. Je pense notamment aux troubles musculo-squelettiques que subissent certaines professions comme les aides-soignants. Pas uniquement, bien sûr. Comment y remédier, selon vous ? Le maître mot, c'est vraiment la prévention. Le maître mot, c'est comment la technologie, la domotique, vient justement au service des professionnels et des personnes accompagnées. Donc là aussi, c'est comment on modernise les équipements dans les établissements médico-sociaux pour enfants, pour adultes, pour personnes âgées, pour permettre justement de pouvoir mieux faire son travail et du coup mieux accompagner la personne et que la personne aidée, accompagnée, en bénéficie. C'est indispensable. Et puis après, ça veut dire aussi travailler la reconversion professionnelle quand justement la survenue de la situation de handicap, du fait de la difficulté professionnelle, arrive. Et ça, c'est très important. C'est comment j'anticipe cette reconversion, d'abord au sein de l'établissement médico-social, ou justement en partenariat avec les autres opérateurs dans une proximité, pour éviter le licenciement pour inaptitude. C'est comment nous avons mis aussi dans la loi santé au travail, pouvoir identifier toutes les ressources possibles. Je pense à l'emploi accompagné, par exemple, pour faire du maintien dans l'emploi. Je pense à la médecine du travail. Et là aussi, on a une énorme problématique de formation, de présence des personnels, de connaissance de la situation de handicap, parce que c'est mal connu. Comment on accompagne le collaborateur pour être mieux au travail, garantir justement d'éviter les licenciements pour inaptitude et de travailler la reconversion en long terme. Donc c'est tout cet enjeu de pilotage d'une politique RH qui est axée sur le bien-être au travail. Alors, suite à l'enquête de l'OETH, on s'aperçoit que même dans le secteur médico-social, il y a plus ou moins d'appréhension à recruter selon le type de handicap. Pensez-vous qu'il y a des bons, entre guillemets, et mauvais handicaps ? Non, ça, certainement pas. Je pense pas ça. Je pense qu'il y a des représentations aussi. Il faut lutter contre les représentations, surtout sur les handicaps invisibles. Donc, travailler sur les représentations. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que dans le monde du médico-social, c'est mieux connu. Et pour autant, il y a les mêmes préjugés parfois. Préjugés d'abord des personnes elles-mêmes, sur, comme je disais tout à l'heure, ce métier n'est pas pour moi. Puis préjugés aussi des soignants, de tout au sens large du terme, qui souvent pensent qu'une personne handicapée, elle est d'abord, personne aidée, personne accompagnée, et pas personne justement aidante, accompagnante, soignante. Donc il y a un sens du care au sens large du terme, c'est-à-dire de la notion d'accompagnement, d'accompagnement à l'autonomie, au soutien à l'autonomie, au développement éducatif, au développement social des personnes handicapées, qui est extrêmement fort sur les personnes qui ont pu vivre une expérience justement de situation de handicap. Donc pour moi, c'est au contraire. C'est dans ces métiers-là que parfois peuvent s'exprimer justement les plus grandes compétences. Donc il y a des filtres, il y a des préjugés sur lesquels il faut qu'on travaille. Et pour moi, la plus importante des choses, c'est donner la parole aux personnes en situation de handicap qui viennent frapper à ces métiers pour expliquer ce qu'elles cherchent, comment elles le pratiquent, parce que ça donnera justement une force en tant que rôle modèle. Et on a besoin encore des rôles modèles. C'est incontournable encore, sur des métiers possibles. Parce qu'une fois que vous l'aurez pratiqué votre métier et que vous aurez témoigné sur comment était votre cheminement de reconversion et pourquoi vous voulez aller vers ces métiers, l'expérientiel que vous avez peut-être vécu dans votre propre situation est un atout considérable. Le titre de la conférence d'OETH, qui aura lieu le 25 janvier, est « Quand le handicap devient une force pour nos métiers ». Donc comment vous pourrez dire que l'expérience du coup de handicap confère des compétences qui peuvent avoir encore plus d'impact en fait, notamment dans le secteur médico-social? Mais je pense que c'est capital ce que vous dites et c'est le message qu'il faut faire passer parce que quoi de mieux qu'une personne qui a pu vivre cette expertise et cette expérience et qui devient donc experte pour travailler sur le soutien à l'accompagnement et à l'autonomie. Parce que si vous avez fait votre reconversion, c'est que vous avez puisé en vous justement cette capacité de cheminer différemment, de prendre en compte votre situation de handicap et de se dire, je me reconvertis, je vais changer de métier, je veux aller vers un métier dit du care au sens large du terme, d'accompagnement, j'englobe tous ces métiers, du prendre soin de l'autre, d'apprendre
à l'autre son autonomie, que ce soit enfant ou adulte. Et donc, c'est une qualité première qui est en vous, que vous portez en vous. Donc, il faut pouvoir la valoriser, il faut pouvoir la mettre en avant. C'est pour ça que je parlais de rôle modèle, très important. Et le recruteur doit en prendre compte comme une richesse. Dans cette expertise expérientielle qui est appuyée après par justement des compétences professionnelles validées, etc., sur cette propre distanciation, sur l'accompagnement à faire plutôt qu'à faire soi-même, etc. Donc, vous allez être des super vecteurs de soutien à l'autonomie qu'on essaye de développer partout, quelle que soit la situation de handicap de la personne accompagnée. Donc oui, c'est une grande qualité, hein. C'est vraiment une force, c'est une richesse dans notre société qu'il faut absolument valoriser. Et ces métiers-là sont extrêmement importants. Et votre mobilisation pour vous engager dans ce genre de métier, au sens large du terme, pour moi, ce sont des atouts qu'il faut absolument porter. Donc, très heureuse vraiment d'avoir pu échanger avec vous, parce qu'on voit bien que vos parcours sont d'une richesse infinie, que vous avez fait ce choix de reconversion. Donc, ce sont des métiers choisis, vraiment choisis. Et je pense que toute cette formation après que vous allez engranger, avec la formation préqualifiante et puis après vos orientations professionnelles, sont une vraie richesse pour les employeurs, une vraie richesse pour les personnes accompagnées. Donc, nous avons ce métier qu'il faut réenchanter, de l'accompagnement au sens large du terme. Et les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans ces métiers. Et il faut absolument porter leurs envies, leurs aspirations et leur professionnalisme qui grandit de jour en jour. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci.